Bienvenue pour cette nouvelle leçon du cours de traitement du signal. La leçon que je vais vous présenter fait partie du chapitre signaux déterministes à temps continu. Alors, cette leçon ne comporte pas de sommaire parce qu'il y a une seule rubrique qui s'intitule « Transformer de Fourier des signaux d'énergie finie ». Il est d'usage en traitement du signal de distinguer ce que l'on appelle les signaux d'énergie finie des signaux de puissance finie. L'énergie d'un signal, grand E, est définie comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de modulo carré de x de t dt. Lorsque cette intégrale est strictement supérieure à plus l'infini, on dit que le signal est d'énergie finie. Typiquement, les signaux d'énergie finie sont des signaux qui ont une durée temporelle finie ou qui tendent vers zéro quand t tend vers l'infini. Un exemple, quand on produit un choc mécanique, une onde se propage et cette onde, en général, a tendance à s'évanouir, à devenir ce que l'on appelle évanescente et donc tendre vers zéro quand t tend vers l'infini. D'un autre côté, on définit les signaux de puissance finie. On appelle puissance d'un signal, grand P, égale la limite quand t tend vers l'infini de l'intégrale de moins t sur 2 à plus t sur 2 de x au carré de t dt. On remarque effectivement que cette expression est bien homogène à une puissance, puisque l'intégrale qui est ici est une énergie, c'est l'énergie du signal sur la durée temporelle grand T entre moins T sur 2 et plus T sur 2, divisée par la durée totale de cette observation. Et lorsque T tend vers l'infini, si cette quantité-là reste finie, on dit que le signal est de puissance finie. Alors typiquement, les signaux de puissance finie en déterministe, ce sont des sinusoïdes ou des mélanges de sinusoïdes. Alors pour les signaux d'énergie finie, donc qui est effectivement la rubrique de cette leçon, on définit ce que l'on appelle une transformée de Fourier. Alors la transformée de Fourier du signal x de t, c'est la fonction x de f, qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de x de t et puissance moins 2jπ ft dt. La variable f de la fonction grand X de f qui est ici s'appelle dans la littérature la fréquence. Elle est associée à la transformée de Fourier. Elle se mesure en Hertz et en abrégé, cette unité est notée Hz. En général, x de f est une fonction complexe, même si x de t est un signal réel, puisque on la multiplie x de t par une exponentielle complexe, et donc, en règle générale, la fonction grand X de f est une fonction complexe. Elle possède donc un module et un argument. Son module s'appelle le spectre. L'argument de ce nombre complexe s'appelle la phase du signal. Sous des conditions très générales, on montre que la transformée de Fourier possède une inverse, donc transformée de Fourier inverse, et l'expression, sous des conditions, je dis très très générales, de la transformée de Fourier inverse, c'est x de t égale somme de moins l'infini de grand X de f et puissance, et là vous remarquez, plus 2jπ ft df. Donc la formule est très symétrique de la formule de la transformée de Fourier dite directe, mais il y a un changement de signe dans l'exponentielle. Avant de traiter un exemple, je vais ici introduire une notation ensembliste que l'on utilise très souvent en mathématiques. C'est la notation de ce que l'on appelle une fonction indicatrice d'ensemble. La fonction indicatrice de l'ensemble grand A, c'est une fonction qui est notée avec un 1, et dans la suite, la notation que nous utiliserons, c'est un 1 qui est légèrement en relief, comme celui-là, d'accord, et qui dépend de la variable t. Alors la fonction indicatrice de t appartenant à l'ensemble grand A, c'est une fonction qui ne peut prendre que deux valeurs, la valeur 1 ou la valeur 0. Elle prend la valeur 1 si t appartient effectivement à l'ensemble grand A, et elle vaut 0 dans tous les autres cas. Alors cette notation, vous le verrez, c'est très pratique, ce n'est qu'une notation, ce n'est pas un résultat de mathématiques. Cette notation est très pratique dans la suite. Alors nous allons traiter un exemple de la transformée de Fourier. Pour cela, nous allons nous intéresser à ce qu'il est convenu d'appeler un signal rectangulaire. C'est-à-dire c'est un signal qui prend la valeur 1 lorsque t est compris entre moins t sur 2 et plus t sur 2. On note donc avec la notation précédente de la fonction indicatrice que le signal rectangulaire, c'est le signal x de t égale indicatrice de t appartenant à l'intervalle moins t sur 2 plus t sur 2. Calculons
la transformée de Fourier de ce signal rectangle. Alors nous prenons effectivement la définition de la transformée de Fourier. Je vous rappelle donc grand X de f égale l'intégrale, en principe de moins l'infini à plus l'infini, mais ici le signal x de t étant limité à l'intervalle moins t sur 2 plus t sur 2, il suffit d'intégrer entre moins t sur 2 et plus t sur 2. Le signal x de t dans cet intervalle vaut 1, donc il n'apparaît pas dans l'intégrande de l'intégrale, et il reste effectivement de la définition seulement exponentielle de 2jπft dt. Alors je vous rappelle que la primitive de e puissance ax, d'accord, la primitive de e puissance ax s'écrit 1 sur a e puissance ax. Nous allons donc utiliser cette primitive pour calculer la transformée de Fourier de grand X de f. Alors en prenant effectivement la formule de cette primitive, on obtient 1 sur moins 2jπf, je vous rappelle que l'on intègre par rapport à t, d'accord, de e puissance moins 2jπf t, pris entre moins t sur 2 et t sur 2. À présent, en utilisant ici les deux bornes d'intégration sur la primitive qui est écrite ici, nous allons obtenir 1 sur 2jπf, la différence des exponentielles avec d'abord le signe moins, jπft moins, et puissance plus jπft, de cette façon-là, d'accord? Et maintenant, en utilisant une formule classique qui dit que le sinus de l'angle θ, par définition, est égal à e puissance jθ moins e puissance moins jθ sur 2j, on obtient pour la formule de la transformée de Fourier du signal rectangulaire la fonction x de f égale sinus pi ft sur pi f. Cette fonction, on a aussi l'habitude de l'écrire de la façon suivante, grand T, sinus cardinal de l'argument f grand T, où la fonction sinus cardinal de x est une fonction qui vaut sinus pi x sur pi x. Alors cette fonction porte le nom de fonction sinus cardinal tout simplement parce qu'elle s'annule pour toutes les valeurs entières de la variable x, sauf x égale 0, pour lequel elle vaut 1. Alors nous allons représenter la transformée de Fourier de ce signal rectangulaire. Alors voyons ici effectivement la forme dite en sinus cardinal. Nous l'avons représentée simplement sur une portée fréquentielle allant de moins 4 sur t à 4 sur t. Vous remarquerez ici que l'unité en abscisse, c'est directement la variable ft qui est le produit de la fréquence f par la durée du signal. Et on voit effectivement que cette fonction s'annule ici régulièrement pour toutes les valeurs entières sauf 0 de la variable ft. Alors avant de continuer, on va en profiter pour introduire une notation qui est excessivement utilisée dans le domaine en particulier de l'acoustique et qu'on appelle le décibel. Alors le décibel en abrégé noté petit d grand B, d'accord, sert en fait au départ à comparer deux niveaux de puissance. Alors par définition, on dit que l'amplitude 1 est GdB en dessus de l'amplitude 0 si le rapport des puissances est tel que G est égal à 10 logarithmes en base 10 de P1 sur P0. Vous noterez que puisque la puissance est égale à une constante près au carré de l'amplitude, la formule aussi peut encore s'écrire en prenant le rapport des amplitudes, mais à ce moment-là, avec le coefficient 20 devant, qui provient effectivement du fait que PI est égal à AI carré. Alors, il est excessivement général de représenter les spectres en décibels et tout particulièrement dans le domaine des audiofréquences. Pour bien comprendre ce que c'est que le décibel, on va juste prendre un ordre de grandeur. Supposons que vous ayez un signal X qui s'écrive sous la forme signal plus un bruit et que vous entendez la phrase suivante dire que le bruit B est 30 dB en dessous du signal S signifie que le rapport des puissances est égal à 1000. Je vous rappelle effectivement que le rapport des puissances, il faut prendre le nombre de décibels ici 30 divisé par 10, on obtient 3, et le nombre qui en base 10 a comme valeur 3, c'est précisément 1000.
Et on s'aperçoit donc que le rapport des amplitudes est environ égal à la racine carrée de 1000, c'est-à-dire une trentaine. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez un signal qui a une certaine amplitude et dessus, il y a un bruit, et ce bruit a des oscillations qui sont environ 1/30e de fois inférieures à l'amplitude du signal. Alors 1/30e, c'est très très petit, mais il ne faut pas se fier simplement au dessin. En audio, par exemple, la plupart des oreilles humaines arrivent à effectivement percevoir un signal qui s'ajoute à un autre signal et qui est 30 dB en dessous de ce signal. Alors dans cette nouvelle échelle qu'on appelle le décibel, nous avons représenté ici justement la fonction sinus cardinale. Alors on retrouve effectivement ici le fait que les lobes soient de largeur égale à 1 sur T en fréquence, ici, sauf le lobe principal qui a comme largeur 2 sur T. Les amplitudes relatives de différents lobes, c'est quelque chose dont on se servira dans la suite un peu comme référence. On peut dire que le lobe secondaire, le premier lobe secondaire, est aux alentours de 13 dB en dessous du lobe principal. Que le deuxième lobe secondaire est environ à 17 dB en dessous du premier lobe principal. Alors, à quoi sert cette fonction rectangle? Évidemment, ici, à faire un exercice, mais de façon très générale, on verra que les problèmes de troncature de signal, c'est-à-dire en fait le problème où on doit n'observer qu'une durée grand T d'un signal, revient à multiplier ce signal par la fonction rectangle, et donc par induire dans son spectre des propriétés dues à cette troncature temporelle. Alors les propriétés, parmi les propriétés les plus importantes, ici j'ai mis en premier la convolution. Alors on a ce que l'on appelle un produit de convolution qui est défini de la façon suivante. X de t est dit convolué avec Y de t, et vous remarquez que ça se symbolise en règle générale par une étoile. C'est égal, donc ce produit de convolution, à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de u, y de t moins u. Vous noterez ici qu'on a inversé le temps par rapport à l'intégration, y de t moins u du. On montre, et nous l'admettrons ici, on pourrait le faire d'ailleurs à titre d'exercice, on montre que la transformée de Fourier du produit de convolution est ce que l'on appelle souvent un produit simple, d'accord, c'est-à-dire une simple multiplication des transformées de Fourier. Alors j'énonce, la transformée de Fourier du produit de convolution de x par y est égale à x de f que multiplie simplement y. On peut déduire à partir de la propriété de transformation des produits de convolution une formule très importante, d'accord, qui s'appelle l'égalité de Parseval. L'égalité de Parseval stipule que l'intégrale de x de t, de moins l'infini à plus l'infini, y étoile de t dt, dans le plan temporel, est aussi égale à l'intégrale de x de f, grand X de f, d'accord, c'est-à-dire la transformée de Fourier, grand y étoile de f df. Alors pour le montrer, vous le ferez à titre d'exercice, vous montrerez tout d'abord que la transformée de Fourier de y étoile de moins t, puisqu'il est question ici de y étoile de moins t dans la convolution, a pour expression y étoile de f. Et puis, vous, à partir de cette propriété que vous aurez tout d'abord démontrée, vous conclurez à l'expression qui est ici. Alors cette expression, dans la littérature, porte parfois le nom de conservation du produit scalaire, parce qu'on verra que dans un espace de fonctions, cette expression qui est ici est un produit scalaire. On peut dire d'une certaine façon qu'il y a conservation du produit scalaire lorsqu'on passe de l'espace temporel à l'espace fréquentiel. Alors cette égalité de Parseval est totalement équivalente à cette deuxième expression de la même égalité de Parseval et qui dit que l'intégrale en modulo carré de x de t dt est égale à l'intégrale en modulo carré de sa transformée de Fourier. C'est-à-dire que ce qui était précédemment défini comme l'énergie du signal se conserve dans le plan fréquentiel et s'obtient en intégrant de moins l'infini à plus l'infini le modulo carré de la transformée de Fourier. On peut donc donner une signification à ce que nous avons tout à l'heure appelé le spectre. Le modulo carré de la transformée de Fourier, c'est-à-dire le spectre, s'interprète comme la distribution de l'énergie grand E le long de l'axe des fréquences. Une nouvelle propriété que nous allons voir et qui aussi, elle, est une propriété que nous énoncerons mais que l'on pourrait démontrer à titre d'exercice, c'est la propriété de contraction du temps. Alors si l'on fait une contraction temporelle, d'accord, on fabrique donc un signal xa de t pour lequel a est un nombre positif inférieur à 1. C'est-à-dire qu'au lieu de durer 10 millisecondes, on va réduire l'échelle des temps et faire durer le même signal 5 millisecondes. Quel est l'effet sur le spectre? On peut avoir aussi, de la même façon, par analogie, ce que l'on appelle une dilatation temporelle, c'est-à-dire en fait ici le coefficient A est toujours positif, mais il est strictement supérieur à 1.
Alors que se passe-t-il? Eh bien, on voit que le signal xa de t, que A soit positif inférieur à 1 ou supérieur à 1, a pour transformé de Fourier, là nous allons pour l'instant oublier le coefficient qui est de 20, qui ne joue pas un intérêt dans l'interprétation que l'on va donner du résultat, et de la fonction donc de la transformée de Fourier grand X de f sur A. Alors on s'aperçoit d'une chose, c'est que la contraction du temps, je vous rappelle la contraction du temps, c'est A inférieur à 1, est associée directement à une dilatation dans l'espace des fréquences. Et bien sûr, réciproquement, si A est supérieur à 1, il y a donc une dilatation temporelle du signal, et cette dilatation temporelle du signal se traduit dans le plan fréquentiel par une contraction du spectre. En fait, cette dualité dont nous parlerons dans les leçons ultérieures est très générale. Quand on touche au domaine du temps en tirant dessus, eh bien, on touche dans le domaine des fréquences en écrasant. Et ce résultat, vous verrez, a une portée excessivement générale. Alors, juste une petite application pour donner une idée de ce qui se passe à partir, évidemment, de l'observation audio que tout le monde a plus ou moins dans le domaine de la musique. Si vous prenez un enregistrement, cet enregistrement a été enregistré à une vitesse donnée. Si vous le reproduisez à une plus grande vitesse, c'est-à-dire que vous dilatez l'échelle du temps, en la contractant plutôt, en contractant l'échelle des temps, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le spectre va se déplacer sur la droite, et en se déplaçant sur la droite, il va y avoir un timbre beaucoup plus aigu. Donc il y a effectivement une déformation du signal lorsqu'on contracte temporellement un signal, en l'écoutant par exemple à une vitesse beaucoup plus rapide que celle à laquelle il a été enregistré, eh ben on va provoquer sur le spectre une dilatation du spectre qui fait entendre un effet de pleurage, d'accord? On entend effectivement les fréquences s'élever là dans le signal tel qu'il était au départ. Une autre propriété importante qu'on appelle la translation en temps, là je regarde un signal x de t et je le transforme en x de t moins t0. Alors x de t moins t0, si t0 est positif, ça veut dire que le signal est décalé vers la droite dans le futur. Qu'est-ce qui se passe au point de vue de la transformée de Fourier? Ben, pour la transformée de Fourier, c'est extrêmement simple. La transformée de Fourier conserve la même expression et elle n'est multipliée que par une exponentielle complexe. Vous remarquerez que le module de la transformée de Fourier ne change pas, puisque vous savez que le module d'une exponentielle complexe est égal à 1. Mais par contre, il se passe effectivement une transformation à l'échelle de la phase, et la phase, effectivement, se transforme. Et quelle est la transformation de cette phase? Eh bien, la phase est affectée d'un décalage linéaire en fréquence, c'est-à-dire que la phase phi de f est égale à moins pi f t0. Et c'est pour ça que dans le langage courant, il est équivalent de dire retard temporel ou déphasage linéaire. Donc ces deux expressions sont totalement synonymes en termes de transformée de Fourier. Donc je la rappelle, hein, c'est décalage en temps identique à déphasage linéaire. Donc la translation en temps, en conclusion, s'accompagne d'un déphasage linéaire. Évidemment, la même opération peut être effectivement reproduite dans l'espace fréquentiel. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse maintenant, c'est le décalage en fréquence. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien effectivement, je m'intéresse à une transformée de Fourier x de f et je transforme en la poussant vers la droite de la quantité f0. J'obtiens le signal grand X de f moins f0 au niveau spectral. Qu'en est-il de la transformée inverse? Eh bien, on peut démontrer toujours à titre d'exercice que le signal x de t est multiplié à présent par une simple exponentielle égale e puissance 2jpi f0t. C'est-à-dire que là encore, le module de x de t est conservé, mais le signal x de t est multiplié par ce que je vais appeler une sinusoïde complexe de manière assez générale, et donc un phénomène d'oscillation très rapide à la fréquence f0. Donc toute translation en temps, d'accord, se concrétise par une multiplication du signal temporel par une sinusoïde de fréquence f0. Une des propriétés encore, la symétrie hermitienne. Alors de quoi s'agit-il? Ben, si x de t est réel, on peut démontrer facilement que x de f est égal à x étoile de moins f. Cette propriété qui, vous voyez pourquoi on parle de symétrie, d'abord parce que ici, on a remplacé l'argument f par l'argument moins f, et d'autre part, on a remplacé ici la valeur telle qu'elle était par son complexe conjugué qu'on a désigné par l'étoile qui est là. Et cette symétrie dans la littérature s'appelle une symétrie hermitienne. Dans ce cas-là, pour les signaux réels, la transformée de Fourier a donc une propriété très importante, qu'on retrouvera souvent dans la suite, c'est que le module est une fonction paire,
et que l'argument est une fonction impaire. Alors là, je représente un tableau, je vais rapidement le lire avec vous, mais là encore, il faudra être l'objet d'un certain nombre d'exercices assez faciles à faire. Donc si x de t est réel et pair, la transformée de Fourier est réelle et paire. Si x de t est réel et impair, la transformée de Fourier est imaginaire et impaire. Si x de t est imaginaire pur et pair, x de f est imaginaire pur et pair. Et enfin, si x de t est imaginaire et impair, x de f est réel et impair. Alors, je vous conseille de ne pas savoir par cœur cette correspondance de propriétés. Le mieux, c'est de s'exercer à les retrouver, parce qu'en règle générale, les exercices qui sont la démonstration de ces propriétés sont extrêmement simples. Alors, nous allons prendre un exemple qu'on appelle la modulation d'amplitude. Alors, la modulation d'amplitude, c'est en fait quelque chose de très particulier qui est utilisé dans la radiodiffusion et qui consiste à prendre un message M de T. Alors le message M de T, typiquement, c'est ce qui va sortir d'un microphone. C'est ce que j'ai donc appelé le message. Et lorsque je suis conduit effectivement à le moduler, je le multiplie par cosinus de pi f0t, ici. Alors j'ai mis un 2 ici, ça n'a pas de signification, c'est simplement pour éviter de traîner un demi dans la suite. Alors on peut démontrer là aussi de façon extrêmement simple que grand X de f est égal à M de f plus f0 plus M de f moins f0. C'est-à-dire que le nouveau spectre, d'accord, apparaît comme ce que l'on voit apparaître sur cette figure. Donc voilà le message M de t. C'est un message en général à variation lente, typiquement ce qui va sortir de votre microphone. Au point de vue spectral, il est effectivement constitué un spectre qui est autour de la fréquence 0, avec une certaine largeur qui correspond à une largeur, disons, de la qualité de transmission. Par exemple, en radiodiffusion, on utilise en modulation d'amplitude des bandes qui sont de l'ordre de 4 à 5 kHz. Et là, on voit ce qui se passe quand on le module. Alors, quand on le module, qu'est-ce qui se passe? On a vu que l'on multipliait M de t par cosinus de pi f0t. Comme le cosinus de pi f0t va très vite, il varie de manière très rapide entre moins 1 et plus 1. Et on voit que le signal que l'on obtient est un signal à variation très rapide qui reproduit au niveau de la forme des amplitudes le signal de départ, mais qui est effectivement avec des variations brutales qui font passer de la valeur de M de t à la valeur moins M de t. Alors d'après la formule que nous avons énoncée sans démonstration, son spectre est extrêmement simple, c'est le même spectre que celui du message M de t, mais maintenant reproduit d'une part autour de la fréquence f0, d'autre part autour de la fréquence moins f0. Vous noterez d'ailleurs que dans tout ce que j'ai dessiné là, les spectres ont une symétrie paire, et quelque part, j'ai sous-entendu sans l'avoir indiqué, que les signaux étaient réels. Alors il faut savoir que cette modulation a été un des premiers moyens de transmission où on décalait le message recueilli dans le microphone sur une fréquence dite porteuse, de manière à ce qu'elle puisse se propager plus facilement à travers l'espace libre. Alors de façon générale, et ça c'est quelque chose, disons, qu'on retrouvera et qui fait partie un petit peu des choses qu'il faut retenir, de façon générale, un spectre de largeur B autour de la fréquence f0 correspond à un signal qui ressemble à une sinusoïde, très fortement, ce que j'ai appelé un signal quasi-sinusoïdal, de période, entre guillemets, parce qu'évidemment il n'est pas parfaitement sinusoïdal, d'accord, de période t0 égale 1 sur f0, donc il bat très vite. En général, f0, par exemple, en radiodiffusion, ça peut être quelque chose de l'ordre de 10 MHz, de 100 MHz. Et donc ici, t0, qui est l'inverse, est extrêmement petit. Et son amplitude, par contre, globalement, on se retrouve avec un signal, donc ici. Ce signal-là, d'accord, a une amplitude d'enveloppe qui, elle, varie très lentement. Alors le signal entre ces deux points de l'enveloppe virtuelle varie très rapidement. La valeur de la pseudo-période qui est ici est de l'ordre de grandeur de 1 sur f0. Je vous rappelle f0 par exemple de l'ordre de 100 MHz. Et donc pour la période correspondante, ça fera dès l'ordre de une dizaine de nanosecondes. Et par contre ici, au niveau de la fluctuation de l'enveloppe, c'est quelque chose qui est de l'ordre de grandeur de l'inverse de la bande. Donc quand on a un signal temporel comme celui-ci, on peut sans hésitation dire que son spectre est globalement un spectre qui est localisé autour de la fréquence f0 et sa largeur qui est ici est de l'ordre de grand B. Donc il faut se souvenir qu'un signal quasi-sinusoïdal, c'est un signal qui ressemble à une sinusoïde dont l'amplitude et la phase varient lentement et que, du point de vue spectral, toute l'énergie, toute la puissance se trouve autour de la fréquence f0 avec une largeur
qui est de l'ordre de grandeur de la durée de fluctuation de l'enveloppe du signal. Alors la sinusoïde tronquée, ben, c'est typiquement ce dont on vient de parler ici, c'est-à-dire que l'on a effectivement un signal qui est une sinusoïde. Alors c'est le signal 2A cosinus de pi f0t, et il est multiplié par l'indicatrice sur l'intervalle 0t. Alors, vous voyez ce que c'est, hein? C'est une sinusoïde éternelle, mais on n'en a pris que la portion comprise entre 0 et t. Alors, déterminons sa transformée de Fourier. Ben, sa transformée de Fourier, d'abord, on va réécrire x de t sous la forme, effectivement, la plus apte à utiliser les propriétés précédentes de la transformée de Fourier. Donc, je vous rappelle que x de t est égal à 2a cosinus de pi f0t que multiplie l'indicatrice de t appartenant à l'intervalle 0t. D'accord? Alors maintenant, je vous rappelle que 2 cosinus, c'est la somme des exponentielles complexes, une formule connue, donc c'est grand A, que multiplie e puissance plus 2jpi f0t, que multiplie l'indicatrice de t appartenant à 0 grand T, plus grand A exponentielle de moins 2jpi f0t, que multiplie la même indicatrice de t appartenant à 0 grand T. Et alors là, maintenant, je ne vais pas faire de calcul, il suffit de se précipiter sur les formules précédentes. On a vu que quand on multipliait un signal temporel par une exponentielle complexe, eh bien, on décalait son spectre. Et je vous rappelle que le spectre d'un rectangle, c'est un sinus x sur x, c'est ce que nous avons précédemment avec le sinus cardinal. Que quand on multipliait ici cette même fonction rectangle par exponentielle avec le signe moins, eh bien, on avait encore un décalage fréquentiel de la même fonction sinus cardinal. Et donc, en définitif, la transformée de Fourier du signal rectangulaire que nous avons vu précédemment dans lequel se trouve une sinusoïde, donc de la troncature de la portion de sinusoïde, c'est effectivement un spectre qui est constitué de 2 lobes principaux, l'un situé autour de la fréquence 1000 Hz, l'autre situé autour de la fréquence moins 1000 Hz, ici j'ai pris f0 égale 1000 Hz, comme vous le voyez, d'accord, et qui reproduisent les sinus cardinaux que nous avons vus comme transformés de Fourier de la fonction rectangle. Ils le reproduisent même au niveau de la largeur des lobes. C'est-à-dire que ici, moi, j'ai pris une durée de cette sinusoïde de 4 millisecondes, et donc je dois vérifier que la largeur des lobes est égale à l'inverse de 4 millisecondes, c'est-à-dire 250 Hz, sauf les 2 lobes principaux centrés sur f0 et moins f0, qui eux ont une largeur de 2 fois 250 Hz, à savoir 500 Hz. Alors, de façon générale, quand on tronque une sinusoïde, sur une durée grand T, on obtient une quasi-raie à la fréquence f0, mais sa largeur s'étale, elle s'étale, cette raie, et la largeur de l'étalement est directement liée à la durée d'observation. C'est-à-dire que plus le temps d'observation est grand, d'accord, et bien plus la raie va devenir étroite et ressembler de plus en plus à un pic à la fréquence f0. Alors, cette remarque débouche sur une notion importante qui est la résolution en fréquence. Et que nous verrons donc dans une leçon qui suivra. Alors peut-être maintenant, pour terminer, je me propose effectivement de vous faire un certain nombre de démonstrations, c'est-à-dire effectivement de vous donner, à titre d'exercice, la solution d'un certain nombre de questions qui ont été présentées, d'accord, au cours de cette leçon. Alors par exemple, une propriété importante dont nous avons parlé et qui s'appelle la symétrie hermitienne. Alors je vous rappelle la propriété en question. Si x de t est réel, alors sa transformée de Fourier x de f est identique à x étoile de moins f. Alors nous allons démontrer cette propriété et pour cela nous allons repartir de la formule soit de transformée de Fourier direct, soit de transformée de Fourier inverse. Alors reprenons par exemple la formule de la transformée de Fourier inverse. Donc x de t est égal à la somme de moins l'infini à plus l'infini de grand X de f et puissance plus 2jpi ft df. Alors maintenant, nous allons, et je crois qu'en fait cet exercice est extrêmement pédagogique et instructif, puisque de façon générale, les propriétés que je vous ai présentées dans un tableau précédent, et je vous ai dit, c'est souvent des exercices, il vaut mieux se souvenir de la façon de les démontrer plutôt que des formules elles-mêmes. Cet exercice que nous allons faire montre exactement la méthode finalement assez générale que l'on va utiliser pour démontrer ce type de propriété, qui est
simplement de partir de la relation de définition et de fabriquer une quantité ici qui nous paraît très intéressante et qui est le conjugué de x de t. Alors pourquoi je m'intéresse au complexe conjugué de x de t? C'est parce que x de t est réel. Et donc s'il est réel, il est égal à son conjugué. Alors nous allons calculer le conjugué. Calculons le conjugué, donc à partir de la formule qui a été écrite ici, donc que je laisse ici visible, d'accord? Et on s'aperçoit effectivement que si je conjugue, il suffit de mettre des étoiles sur l'expression de la transformée de Fourier que j'ai utilisée. Alors c'est somme de moins l'infini à plus l'infini. Évidemment, je mets un x étoile de f, et je vous rappelle en mathématiques que conjuguer un nombre, c'est changer j en moins j. Donc ici, évidemment, je prends la précaution de mettre un moins de jpi ft df. Évidemment, telle qu'elle est écrite, cette formule ne s'identifie pas à une transformée de Fourier inverse. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que dans la transformée de Fourier inverse, lorsque je reconstruisais l'expression temporelle, à savoir x de t, il fallait que, ici, dans l'exposant de l'exponentielle, j'ai le signe plus. Or, j'ai le signe moins. Donc, je ne peux pas conclure. C'est extrêmement simple. Pour avoir la solution, il va suffire tout simplement d'effectuer un changement de variable. C'est-à-dire que je vais poser f égale moins u. Alors, vous savez effectivement que quand on fait un changement de variable, f égale moins u, il faut prendre la précaution effectivement de faire ce changement de variable sur les bornes. Alors, vous voyez que moins l'infini devient plus l'infini, que plus l'infini devient moins l'infini, que x étoile de moins f donne x étoile, de moins u, et que ici je trouve le fameux signe plus que je souhaitais avoir. Et le df, df est égal à moins du, donc ici il faut mettre un moins devant l'intégrale et mettre du. Mais vous savez que quand on a un signe moins devant l'intégrale, on peut permuter les bornes. Et donc on obtient somme de moins l'infini à plus l'infini de x étoile de moins u et puissance 2 jpi fu du. Ut, excusez-moi, c'est 2 jpi ut du. Et maintenant, je suis en mesure effectivement d'associer à x étoile de t sa transformée de Fourier. Pourquoi? Parce que j'ai une formule ici qui, par identification, permet de dire que la transformée de Fourier de x étoile de t, c'est grand X étoile de moins u. J'ai bien un signe plus ici, et par identification avec la formule inverse que je vous ai donnée tout à l'heure, ça donne précisément que, le résultat suivant qui lui est général, si x de t a comme transformée de Fourier grand X de f, alors x étoile de t a comme transformée de Fourier grand X étoile de moins f. Alors maintenant, on va pouvoir conclure sur la propriété de symétrie hermitienne. Qu'en est-il? On a dit que x de t, évidemment, puisque x de t est réel, x étoile de t est identique à x de t. Et par voie de conséquence, comme cette opération est une opération bijective, on va avoir x de f, grand X de f, qui est égal à grand X étoile moins s. Alors voilà donc la démonstration de ce qu'on appelle la propriété de symétrie hermitienne de la transformée de Fourier. Alors, je souligne bien que cette façon que j'ai eue de présenter sous forme d'un exercice ce résultat-là peut servir d'exemple pour l'ensemble des propriétés que nous avons énoncées. Souvent, il suffit en fait de mettre des étoiles, des signes moins, et à la fin, d'essayer, par les deux formules que vous avez de transformée de Fourier direct ou de transformée de Fourier inverse, de faire une identification. Alors, je vous rappelle la chose suivante. Lorsque j'ai une transformée de Fourier dite directe, la fonction x de f, qui était à gauche du signe égal, est telle que l'intégrale qui est à droite contient une exponentielle avec un signe moins. Au contraire, dans le cas où je prends la formule de transformée de Fourier inverse, la fonction qui est à droite du signe égal, à gauche du signe égal est une fonction du temps, et vous remarquerez que dans cette formule, il y a une exponentielle avec un signe plus. Et grâce à ces formules-là, je vais pouvoir effectivement, de façon assez générale, identifier une paire de transformées de Fourier. Alors, là encore, je vais peut-être continuer avec un exercice que j'ai évoqué pendant, disons, cette présentation. Et l'exercice que je vais prendre, c'est un exercice important puisque je vous rappelle que c'est l'une des techniques de base de ce qu'on appelle la modulation la transmission par modulation d'amplitude. Et c'est de trouver la transformée de Fourier du signal dont j'ai parlé tout à l'heure, donc à titre d'exercice encore, exercice donc.
Okay. Le signal, donc, c'est la modulation d'amplitude. Modulation d'amplitude. Il vaudrait mieux rajouter d'ailleurs dans la terminologie des gens qui font de la transmission sans porteuse, et dont l'expression est la suivante, x de t égale 2 fois m de t cosinus de pi f0 t. Alors de la même manière que tout à l'heure, je vais évidemment n'utiliser que les formules que je vous ai proposées. Je me souviens que le cosinus, c'est effectivement la somme des exponentielles complexes divisées par 2, et ça vous donne donc m de t exponentielle de plus 2jpi f0t, plus m de t exponentielle de moins 2jpi f0t. Alors avec les propriétés que je vous ai données tout à l'heure, le fait de multiplier m de t par l'exponentielle de 2jpi f0t, évidemment, correspond à une translation en fréquence vers les fréquences positives, et donc au point de vue transformé de Fourier que je fais correspondre par cette double flèche, je vais avoir pour grand X de f, qui est donc la transformée de Fourier du signal X de t, je vais avoir ici grand M de f moins f0, on pousse le spectre vers la droite, plus ici grand M de f plus f0, on pousse le spectre vers la gauche. Donc voilà encore un exemple d'exercice que l'on peut faire simplement avec les propriétés de base que je vous ai données pour la transformée de Fourier. Alors, je vais arrêter là avec les exercices et ce que je vais conclure en disant effectivement que les leçons que l'on verra prochainement montrent effectivement qu'il y a une relation très importante entre le temps et la fréquence, et cette relation entre le temps et la fréquence va conduire à une notion donc, qui était en fait le dernier transparent que nous avons vu, et dans lequel il était noté un mot nouveau que vous ne connaissez pas, et qu'on appelle la résolution en fréquence. La résolution en fréquence, donc, va être l'une des conséquences de la relation que l'on appelle la relation temps-fréquence. Je vous remercie, et j'en profite donc pour vous rappeler que pour les exercices et pour toute autre forme de renseignement dont vous auriez besoin, vous pouvez consulter donc le site internet de NetUno en cliquant sur MedNetU. Merci.